Parlons de cette superbe équipe d'Oklahoma City, le Thunder qui nous régale. C'était un petit peu ta surprise confirmée de cette saison. On a beaucoup discuté pendant les previews. C'est plus qu'une darling, comme diraient nos amis à Montréal, puisque la darling, c'est l'équipe qui vous surprend un petit peu. Ils sont deuxième de la conférence Ouest. Ils nous régalent par les performances hyper régulières. Bilan de 27 victoires pour 11 défaites. C'est pareil en termes de défaites que Minnesota, qui a une victoire de plus. Donc en gagnant, par exemple, ce soir, si tu regardes, nous sommes lundi, cette vidéo, eh bien, OKC joue contre les Lakers et donc pourrait égaler le record des Wolves, donc être premier ex aequo. Erwan, le Thunder nous régale, la hiérarchie, un bon coach, et puis il y a beaucoup de plaisir quand on regarde cette équipe. Ouais, c'est une équipe qui prend plaisir à jouer ensemble. C'est une équipe qui semble être cool à coacher. Quand on voit Marc Degnaud sur le côté, on le voit prendre beaucoup de plaisir. On voit alors qu'il y a une méga superstar, qui est Shai, qui offensivement donne le là, mais après on voit je crois qu'il y a plus de 4 mecs à plus de 10 points par match. Mais avant d'aller sur l'attaque, moi j'ai envie de revenir sur leur force première. Pour moi, c'est la défense. C'est la 3e meilleure défense NBA. Et tout par-delà. Tout par-delà, l'arrivée de Chet Holmgren a quand même changé le paysage défensif. C'est exactement ce qui leur manquait un petit peu la saison dernière, alors que la saison a été plutôt cool, était encourageante pour la suite. Et c'est vrai que tu rajoutes ce mec-là qui est défensivement sur du second rideau, mais pas que. Défensivement, donc, elle leur a fait franchir un step. Et puis derrière... Et puis voilà, et puis Lou Dort, ils sont très forts sur les lignes arrière, beaucoup de pression, on coupe les lignes de passe, ils font beaucoup reculer, je trouve, les attaques adverses. Et j'aime beaucoup l'intensité, le rythme qu'ils mettent défensivement. Et alors, même si, bien sûr, que quand on voit Shai mettre 30, bien sûr que quand on voit Jalen Williams faire ce qu'il fait, quand on voit tous ces jeunes, Isaiah Joe qui met des tirs, Chet Holmgren, tout ça, mais d'abord, défensivement, il n'y a pas un mec qui triche dans cette équipe. Et ça, moi, ça me fait kiffer. C'est la 5e équipe au rating. Moi, j'ai ça. 5e, pardon. C'est la 5e équipe au rating, c'est la 8e équipe au pace. Je l'ai fait vite. Je pense que j'ai pas fait au rating. Je vais te dire, alors, attends. Moi, ça change pas grand-chose. Quand tu es top 5 défensivement de la NBA, une stat marrante, tu parlais de mettre la pression sur l'adversaire. C'est la 6e équipe aux steals et c'est la première équipe au bloc. Donc tu parles de bonne défense, de belle assise défensif, à la fois grâce aux extérieurs qui mettent la pression, qui jouent les interceptions, qui mettent de la pression. Et quand tu as Chet Holmgren, tu as raison, c'est un chaînon manquant. L'année dernière, il leur manquait de la taille, il leur manquait de la défense à l'intérieur, etc. Chet, qui est un joueur, mais loin d'être abouti, est tellement déjà un joueur efficace dans leur système. Je parle que de défense pour l'instant. C'est un joueur qui est parfait dans l'effectif par sa taille, sa capacité de contrer, sa capacité à switch aussi sur beaucoup de choses. C'est un défenseur déjà très intelligent. Tu te rends compte qu'ils ont remplacé ils ont remplacé Poku par Chet Holmgren. T'imagines ? Si, c'était Poku qui jouait l'année dernière, plus ou moins. Oui, il jouait, plus ou moins. Maintenant, c'est pas Poku, c'est Poil au cul. Très bien. Donc, le Thunder nous régale cette saison par rapport à beaucoup de choses. Tu viens d'en parler en défense, mais en attaque aussi. Chet leur amène aussi un truc, mine de rien. Je parlais d'efficacité. Quand vous êtes Chet Holmgren et que vous avez à peu près le même niveau que Victor, vous connaissez, on le fait toujours, et que lorsque vous jouez un contre un, il n'y a jamais de deuxième défenseur qui vient, je peux vous dire que ça vous change la vie. Ça, c'est un truc qui est flagrant dans leur jeu, mais parce qu'ils ont des bons systèmes, parce qu'ils scoutent bien les défenses, mais parce qu'ils ont aussi la capacité de tous les extérieurs pour jouer des mismatchs, pour avoir des moments où attaquer à l'intérieur, à l'extérieur, etc. Chet ne joue que des 1 contre 1 sans aide. Et ça change absolument tout pour un joueur qui est déjà très fort. Ouais, vraiment. Mais de toute façon, c'est un joueur intelligent. Moi, c'est ce qui me bluffe aussi. Alors oui, il est grand, il contre, il est structuré, il est académique aussi, Chet Holmgren. Ça c'est quand même quelque chose aussi qui est à souligner. Il a très peu de déchets. Par exemple, aujourd'hui, la grande différence pour moi qu'il a avec Victor, même si et le contexte évidemment joue, c'est que ce mec-là a peu de déchets, perd peu de ballons. Quand il utilise son dribble, c'est des dribbles directs, c'est indirect, croisé, hop, je vais au cercle. Il dribble jamais plus de 3, les 4 fois max. Tu vois, je trouve que c'est un joueur très académique, très structuré. Et c'est important par rapport dans une équipe comme ça où tu as Shai qui va beaucoup porter la balle, Jalen Williams aussi, Lou Dort qui des fois aime bien s'offrir 2-3 friandises quand un joueur des fois un peu fantasque dans la passe comme Josh Giddey. Et lui, là-dessus, il amène de la structure, tu vois. Et ça, je trouve qu'ils en avaient aussi énormément besoin. Bon, parlons de Alexander. Jalen Williams, je dis Jalen depuis tout à l'heure. Jalen, non, c'est l'autre, c'est le pivot. Jalen, pardon. Jalen, Kendrick, Jalen, c'est le pivot, backup. Et Kendrick, le numéro 34. Et Kendrick avec le mulet. Parlons de Alexander qui fait tout bonnement une saison de MVP l'année dernière. Il était All-NBA First Team en étant 10e de la conférence Ouest. C'était déjà une prouesse énorme. On se demandait
est-ce qu'il va confirmer, pas est-ce que c'est un super joueur, c'est est-ce que tu vas confirmer parce que tu es mieux scouté l'année 2, on le dit tout le temps, l'année la confirmation est super dure. Bon, 31,5 points, 6,4 passes, 5,9 rebonds. Les pourcentages, je vais vous les dire, parce qu'il est exceptionnel là-dessus aussi. Il est sur 20 tentatives, il a 55% au tir, c'est un malade. 34% à 3 points, il n'abuse pas du tir à 3 points qui est sa faiblesse. Hein, je mets des grands guillemets pour son game. Il est sensationnel. En fait, il joue comme un mec qui a 31 ans, qui est plusieurs fois MVP, qui est plusieurs fois champion. C'est là où j'allais aller. C'est qu'en fait, il maîtrise le jeu comme un mec qui a 50 plus que lui. Et c'est ça qui est incroyable. Il a déjà toutes ses zones de confort. Il sait à mi-distance, il sait où il va. Il n'a que des go-to-move. Sur sa main droite, sur sa main gauche, exactement. Et puis moi, je suis aussi bluffé par sa faculté, et pourtant les mecs qui s'y collent défensivement, à aller trouver le cercle facilement sur des lay-ups. Voilà, pour moi, sur son mid-range, il est indéfendable. Il arrive toujours sur ses spins, à se resituer, à trouver des tirs difficiles ou des tirs face-up. Et puis surtout, je veux dire, il met un nombre de lay-ups sur ses 30 pions. On enlève évidemment les fautes provoquées parce que de toute façon, c'est une galère. Tu es toujours obligé de rentrer dans son cylindre. Tant il est fluide, tant c'est une anguille, tu es tout le temps dans son cylindre. Donc forcément, un mec comme ça qui maîtrise autant la balle avec son dribble, ben, il provoque énormément de fautes. Mais moi, je suis bluffé par le nombre de lay-ups qu'il met. Et le meilleur match pour voir ça, d'après moi, c'est le match contre les Celtics. Donc, il gagne contre Boston. Il a Jrue Holiday en face. Il a une super équipe avec toutes les armes qu'on connaît des Celtics. Jrue Holiday s'est fait démolir. Lay-up. Normalement, ce qu'on dit, c'est bon, le gars est en chou, il met des step back hyper durs. On a vu Donovan Mitchell à Paris, il a mis des tirs qui n'ont aucun sens. Tu sautes à 2 mètres, tu shootes. Bon, bravo, mec. Là, l'autre, il est là, tac, il te met dans le dos, hop, pas décalé, lay-up, long, il a des bras immenses. Et parce qu'il a un physique, à part aussi, c'est-à-dire que c'est pas un petit meneur trapu, il est très long, très grand, très longiligne. Mais très dur à la même. Mais très dur en même temps, très rapide, mais en même temps, c'est un faux lent. Donc c'est un volant, donc il est tout le temps là. Donc tu as l'impression que comme il a ce truc très smooth, très facile, on a l'impression qu'il se regarde un peu jouer. Donc, et c'est pour ça que les mecs souvent viennent lui mettre une surpression en disant attends, c'est un grand, je suis plus petit, je vais aller plus vite que lui. Que Nini. Parce que sur le premier pas, il va à 200 à l'heure. Et puis il a pas besoin d'accélérer sur 4 mètres. Hein. Il accélère sur 2 mètres. Et une fois que tu es dans son dos, merci, bonsoir, au revoir, va faire remise en jeu. Et il y a un truc que j'aime beaucoup dans son évolution. Tu as parlé de plein de choses, mais ces go-to-move, il les avait déjà en tant que rookie. Donc, on l'a vu qu'une seule saison avec les Clippers. Parfois, il y a des what-if qu'on gardera en tête et tout. Mais t'imagines Kawhi avec SGA, ce serait exceptionnel. Mais tout ce qu'on le voit faire aujourd'hui, il le faisait déjà avec parcimonie, certes. Mais il le faisait déjà. Son mid-range, c'est sa force principale. On sait qu'il va tirer entre 2,50 m et 5 mètres. Il y a cette zone-là où il va, après speed move, tu vois le truc, fan de speed move, il s'arrête, set back, repartir et tout. Il a une... On parle souvent du mid-range entre nous, on en parle tout le temps. Et ils ont délaissé le mid-range, mais en fait, là, on peut citer 10 stars qui font que ça. Quoi. KD, Booker, vous allez nous dire là dans le chat, mais en fait, toutes les superstars, Anthony Edwards, d'ailleurs, quelqu'un vient de dire attention, les 10 prochaines années pour ce duel Anthony Edwards et Shai Gilgeous-Alexander, bravo gros, on va se régaler en playoff. Mais voilà, il est sûr de son jeu, sûr de son fait. Contrôle. Quelqu'un a rajouté aussi qu'il fait 2 interceptions par match. Et c'est hyper important, c'est un super défenseur. C'est un bon défenseur, c'est un très bon défenseur. Moi, s'il y a un mot pour le caractériser, c'est contrôle. Il contrôle, lui, son jeu. Il contrôle les défenseurs adverses. Il contrôle son équipe. Il contrôle le rythme du match. Le contrôle, voilà. Et j'ai l'impression que pour lui, que pour les gens autour, ça va trop vite pour eux, mais que pour lui, tout va au ralenti. Il en est déjà là, dans l'étape de sa carrière. Pour lui, ça y est. Tu sais, il a déjà la vision Matrix, tu sais, où en fait, ça va, pour lui, ça, il va tout arriver. Attends, tu viens, bouge pas. Wow, je me décale. Ouais, de ouf. Tu vois, et ça déjà, et il est encore très jeune. Il est encore très jeune. Et c'est pour ça que le plafond de cette équipe-là, on n'arrive pas à en mettre, en partie à cause de lui. Absolument. Je réfléchis à ce que tu dis en même temps. De toute manière, les premiers moments, on va se dire bon, ok, qu'est-ce qu'elle a dans le ventre, ce sera en playoff. Mais il faut bien jouer les saisons régulières pour les atteindre, les playoffs. C'est la question d'après. On va accueillir quelqu'un pour parler d'OKC. C'est Jefferson. Bon, alors là, si Al Jefferson nous appelle, on a de la chance. Hein. Salut Jefferson, est-ce que tu nous entends? Salut Jefferson. Es-tu là? Le fils de Jeff. Ça va? Ouais, ça va. Alors, tu nous appelles d'où, Jefferson? Je suis à Créteil. Très bien, ça, mais ton nom m'indiquait bien la zone, la 94. Tu nous as écouté parler du Thunder et de Shai. On peut commencer par là. Est-ce que toi aussi, tu es conquis par l'arrière-meneur du Thunder?
Ah ouais, totalement. Il est extrêmement fort. Il est létal avec son mid-range. Dès qu'il prend un shoot à 2 points, je sais que ça va rentrer. Même défensivement, il est aussi solide. Au niveau des interceptions, c'est le leader, il me semble, de la ligue. Donc honnêtement, Shai, c'est mon MVP pour moi. C'est une bonne question, ça. Et à Noël, on se disait, Moi, Juan. j'avais dit MVP. Je l'avais mis T'avais MVP. dit MVP et on se disait. Mais c'était un peu le contre-pied de Joel Embiid. On se disait un petit peu ça, entre guillemets. Là, honnêtement, faut lui donner hein, si ça reste comme ça. Ouais, qu'est-ce que t'en penses, Jefferson? Oui, tu dis que c'est ton MVP. Moi, je pense que oui, aujourd'hui, par le bilan collectif qui est supérieur à celui des Sixers, après, il reste encore toute une moitié de saison Bien à sûr, faire. bien sûr. Mais hormis blessure, je vois pas ce qui peut lui arriver. J'ai pas l'impression. Et puis, c'est ce qu'on dit. Moi, j'ai pas l'impression que c'est un mec en sur-régime. On a vu des mecs être en sur-régime. Mais souvent, les mecs en sur-régime, c'est des mecs par de l'adresse externe, par des crises sur des mois. On l'a vu, ça. Moi, j'ai pas l'impression qu'il est en sur-régime. J'ai juste l'impression qu'en fait, c'est un peu présomptueux ce que je veux dire pour lui, mais c'est que c'est presque trop facile pour lui. Il me donne vraiment cette sensation où je me dis, mais putain, le jeu est trop facile pour lui. Il fait ce qu'il veut. De temps en temps, il va donner un petit peu à ses copains, tranquille et tout. Mais après, il fait ce qu'il veut. J'ai l'impression que s'il avait envie de marquer 40 tous les soirs, il pourrait marquer 40. Il est pas loin de les marquer quand même. Hein. Il est toujours entre 30, 37, parfois Est-ce 40. que toi, Jefferson, tu as cette impression aussi qu'en fait, c'est presque. Allez, on va mettre presque, parce qu'on sait que ça fait partie des mecs nonchalants, donc on a toujours cette impression, mais que c'est presque trop facile pour lui. Ouais, honnêtement, il a eu une progression depuis l'année dernière. En fait, je pense qu'il a dû mettre un coup de pression au front office de Casey quand on tankait, quand on le mettait au frigo durant les 2 saisons après le départ de Chris Paul, pour leur dire ouais, écoutez les gars, si on continue de tanker comme ça, moi je pense que je vais partir. Et là, l'équipe s'est mise au sérieux directement. Et depuis la saison dernière, il est létal, il est incroyable. Il a ce niveau, en tout cas en saison régulière, à voir ce que ça donne en playoff. Mais comme un peu Yanis ou Joel Embiid en fait. Mais C'est-à-dire qu'il fait partie de ces gars-là, pour moi, du top 5 sur la saison, quoi. c'est marrant ce que tu Clairement. dis, parce que je te rejoins pas sur le fait qu'il a mis un coup de pression au front office. Moi, au contraire, j'ai l'impression que après le départ donc, de Schroeder et Chris Paul, quand ils formaient ce trio de meneurs là, qui était plutôt cool, ils étaient allés en playoff, on s'en souvient. Moi, j'ai l'impression qu'il a plutôt toujours fait confiance au projet du Thunder. Confiance en sa prestige. Confiance en sa prestige, même quand c'était très dur, parce que finalement, tu dis que l'équipe s'y met à son service, mais ils sont pas allés faire un énorme trade, ils sont pas allés faire venir une méga superstar, ils ont juste développé des mecs qui aujourd'hui arrivent aussi à maturité, en partie. Shai leur fait gagner du temps, mais moi, par contre, j'ai vraiment toujours eu l'impression que, contrairement à moi, par exemple, que lui a toujours cru au projet de Sam Presti de développer des jeunes joueurs autour de lui qui fitent parfaitement avec ses ambitions. Bah, en fait, moi, je dis ça dans le sens où il y avait des fois des petites rumeurs de trade du côté de Toronto. Ok. Et j'ai l'impression qu'il y a eu une discussion, après, je sais pas insider, mais où ils se sont dit, bon, bah, écoute, on va voir ce que ça donne. Et l'année dernière, on a fait 10e, puis on a battu les Pelicans et on a perdu malheureusement face aux Timberwolves. Et là, le projet s'est vraiment lancé. Sinon, peut-être qu'on aurait continué de tanker. Et lui, je pense qu'il a dû parler avec Sam Presti pour dire qu'il voulait vraiment jouer, quoi. Ah, là où je te rejoins, c'est que c'est sûr que avec le talent qu'il a, il aurait pas supporté. L'année dernière, on a vu un vrai step d'une équipe qui gagnait des matchs, qui avait de l'ambition, d'aller en play-in, à minima. C'est vrai que je l'aurais mal vu refaire 2 saisons comme ça encore dans les bas-fonds de la NBA. Il y a un moment donné, évidemment que forcément, il aurait voulu demander du changement, mais après les rumeurs, on a l'impression que de toute façon, Ça glisse sur lui. Hein. ouais, que ça glisse sur lui, mais même que les rumeurs, il y en aura toujours de partout. Ah oui. Dès qu'une équipe perd, il y a des rumeurs de trade, quoi. Ouais, c'est clair. Je vous donne ses stats, juste ses points marqués sur les 10 derniers matchs, parce que j'aime bien ce genre de truc. 36, 40, 24 contre les Nets. Il n'a pas été bon. Ah, je vais éternuer. Pardon. Je le reprends, pardon. 10 derniers matchs. T'es allergique aux bonnes analyses, c'est à cause de Jefferson, Ah, ça. ça doit être ça. Ça et les chats, ça fait beaucoup. Oh, 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 Les chats, pardon, les chats. Donc alors, 36 points, 40, 24 contre les Nets le 1er janvier. Bon. 36, 33, 34, 32, 28, 31, 37. Ouais, bon, il est d'une régularité à toute épreuve. Parlons d'autres joueurs de cette équipe d'OKC. Parce qu'on a parlé d'Alchimie, on avait même parlé du banc ensemble contre les Mavs. Il y a beaucoup de joueurs qui sont en devenir, certains des randoms ou des très jeunes joueurs. Donc, tu as parlé de Jalen Williams qui continue en deuxième année à montrer qu'il va falloir compter sur lui à très haut niveau. Scottie Pippen. Ok. Moi, il me fait penser à Scottie Pippen. Ok. La star, donc c'est Shai Jordan.
Alors, c'est pas du tout le même style, hein, les gars. Oui, mais c'est les mêmes stats. Mais par 31, contre, 6, 6, voilà. 2,5 interceptions, c'est du Jordan. Par contre, c'est du Jordan. On est dans des productions à la Jordan. Jordanesque. Et à côté, je trouve que Jalen Williams me fait terriblement penser à Scottie Pippen. Dans ce côté, je remplis toutes les cases, je prends des pics, je défends, je suis capable de mettre des tirs, je drive, je vais mettre des dunks. Je suis capable aussi d'être le premier défenseur sur des petits. Voilà, il me fait terriblement penser à Scottie Pippen, un peu par le style, mais encore une fois, surtout par la production à côté d'une superstar. Ok, pas mal, c'est un beau compliment ça, Jefferson Derwan pour Jalen Williams. Ouais, en fait, ce qui est bien avec lui, c'est qu'il monte en puissance mois après mois. Il avait déjà fait ça l'année dernière dans sa saison rookie. Il était 15e, on l'a pris, je crois, 15e au choix draft. Et on ne s'attendait pas du tout à ce qu'il explose à ce point-là. Santa Clara, lui. Et, il est 12e choix. La même fac que Steve Nash. 12e ouais. Ok. Parce qu'on a tenté Chatham Green, mais c'est blessé malheureusement. Et là, il monte en puissance. Il a des pourcentages. Il a 44% à 3 points. Il a 54% au shoot. Il est vraiment fort. Même défensivement, il a step up, je trouve. Et il apporte vraiment cette énergie et cette confiance-là pas forcément de second rôle, puisqu'il y a Chet, mais justement, voilà, cette défense et ce rôle de Pippen, un peu comme vous avez dit juste avant. Ouais, ça se tient. Ce qui est bluffant, c'est déjà, il est hyper costaud, tu vois, par un sophomore. Mais il bouge pas. Et Pippen, à l'époque, pour un poste 3, c'était un bœuf. Ouais, c'est clair. Et avec lui, le temps, il était fin. Ouais. J'ai plus pensé à Bilal. Là, lui, il est plus costaud déjà. Hein. Oui, d'accord, mais c'est notre époque. Lui, Ouais, il a un tronc, c'est un énorme bœuf. Là, hein. c'était costaud, t'arrives, t'es costaud. Il Larry Johnson, quand il arrive à NBA, il est costaud. Oui, d'accord, mais il a la muscu. Scottie Pippen. Oui, mais là, je te parle de Jalen Williams, c'est la deuxième année. Oui, d'accord, donc c'est un énorme bœuf. Oui, il est en avance physiquement, il est très étonnant. Lou Dort, bon, vous le connaissez, régale. On le présente plus, le Canadien. Pas pour rien qu'il soit top 5 en défense quand t'as sur les ailes SGA, Jalen Williams et Lou Dort. Bravo, messieurs, bravo. Josh Giddey, il y a eu... on a beaucoup parlé de lui en disant, bon, bah, il a du mal cette saison, on retrouve pas le joueur. Est-ce que c'est peut-être difficile d'être dans cette hiérarchie à côté de SGA? En même temps, tu gagnes, donc bon, il n'y a rien à dire, mais difficile à lire. Moi, j'ai pas de problème avec ce que fait Josh Giddey. Hein. Pour moi, sa réduction un petit peu quelque part de production ne me surprend pas. Il y a des joueurs qui explosent, l'arrivée de Chet Holmgren redistribue un petit peu les cartes, mais moi j'aime le profil un petit peu unique qu'il a dans cette équipe-là, d'être parfaitement juste, de mettre toujours la balle là où il faut, par moments où des fois, quand Shai est un petit peu moins bien et que Jalen Williams est un peu foufou, il y a encore des fois, ils ont des faces un peu foufou, lui il n'en a jamais. Il a déjà cette maturité dans le jeu, je trouve qu'il amène beaucoup de justesse, il met souvent la balle là où il faut dans des matchs serrés, d'ailleurs il est sur le terrain dans tous les money time la plupart du temps, c'est pas pour rien. Moi j'ai aucun problème avec Josh Giddey, hein. Je pense il score peut-être un peu moins. Il était à 16 points l'année dernière, il est à 12 cette année. Voilà, c'est beaucoup quand même. Ouais, ça fait beaucoup, mais ce qui s'explique avec l'arrivée. Voilà. Oui. Mais pour moi, en tout cas, son rôle reste toujours aussi important. Mais alors, son important, je ne la remets pas en truc, mais en cause, il n'y a pas de doute. Et l'équipe gagne, donc je ne vais pas tirer sur lui, il n'y a pas de souci. Mais nous, on cherche toujours l'évolution d'un joueur dans la performance collective. Et Josh Giddey, au début de la saison, on aurait pu en attendre un petit peu plus. Donc c'est aussi ça le constat. Je te dis pas qu'il dort mal la nuit. Bon, il a 2-3 problèmes extra-sportifs à gérer. Ça peut jouer, hein, d'ailleurs, sur la carrière d'un joueur. Tu dis quoi de Jefferson, toi qui regardes tous les matchs de KC, des performances après, de l'Australien? Il y en a qui sont à 4h du matin, donc je peux pas trop. Mais oui. Josh Giddey, ouais, il a un rôle un peu moins important, mais après, il y a Peyton Graham qui est arrivé, donc c'est pas si étonnant que ça. Et puis, l'affaire extra-sportive aussi qui a eu lieu en début de saison. Il y en a joué qui voulaient le bazarder, mais finalement, le coach a décidé de lui faire confiance quand même. Et il a fait un petit triple-double dans la grosse victoire de 62 points face aux Blazers. Il a toujours son importance pour moi, hein, même s'il est un peu en deçà à certains moments. Il a fait des matchs à 23 poins, etc. Toujours capable de reste bien, quoi. Toujours capable de sortir 2-3 productions correctes. Non, moi, c'est un joueur que j'aime bien, qui j'ai envie de croire. Clairement. Je vous cite un petit peu tous les autres mecs, parce qu'il y a 2 Français dans l'effectif de KC, on les oublie pas. Hein. J'allais dire Alexandre Sarr, mais ça marche pas, c'est Olivier Sarr et Ousmane Dieng qu'on a vu il y a quelques jours là, jouer un petit peu. Il était dans les premières rotations de Marc Daigneault. Alors je vais vous citer qui? C'est Joe le shooter, donc Carson Wallace, Aaron Wiggins aussi, le frère, Kedrich Williams, Treman aussi qu'on a un peu vu, Jalen Williams bien sûr. Voilà pour Vassili Micic aussi qu'on a vu s'adapter, si on peut dire. À dose homéopathique. Putain, le mec est double MVP de l'Euroleague. Putain, fait chier quoi. Ouais. Mais le titulaire
Cher. Sans déconner, quoi. C'est aussi là qu'on voit le gars. On dirait un moins de 21 à l'époque, tu sais, que tu fais. Il est content en plus, tu sais, il est bonne ambiance et tout. Putain de merde. Bon, tout ça pour dire que cette équipe, qu'est-ce qu'on peut en espérer? Qu'est-ce qu'on peut en espérer? On a fait un peu état des lieux, etc. On avait dit que, moi, et je suis le premier à le dire, il n'y a que des no-names sur ce truc, c'est ce collectif fantastique en train de montrer que il y a des gars qui sont peut-être pas amenés à être aussi bons, à être très très bons et à donner des minutes consistantes tous les soirs. Qu'est-ce qu'on peut en espérer? Ces équipes qui sont en plein apprentissage, j'ai jamais envie de leur donner trop de. Je vais être synthétique. Je sais rien de se projeter. C'est toujours très compliqué de se projeter d'ici 2-3 ans. Pour moi, c'est une équipe qui, dans l'état actuel, même s'il faudra gérer quand même pas mal de contrats, ils ne pourront pas signer tout le monde. Donc c'est pour ça que c'est très dur de se projeter. Mais cette saison-là, parce que c'est ça qui nous intéresse, on sera l'année prochaine pour parler de la saison d'après. Pour moi, c'est avantage du terrain. Aujourd'hui, ils sont deuxième. Ils risquent de passer premier. Pour moi, c'est avantage du terrain en play-off. Voilà, ça, c'est un truc, c'est un statement. Avantage du terrain en play-off. On va recevoir un premier tour de play-off avec l'avantage du terrain, avec cette équipe-là. On est des jeunes, on a la dalle. Est-ce qu'on est capable d'aller sur une demi-finale de conférence? Voilà. À l'image des Kings l'année dernière. Voilà, exactement. Pour moi, il faut qu'ils s'offrent, ils sont en train de le faire, qu'ils s'offrent un peu la possibilité de se dire, OK, on peut aller en demi-finale de conf. Après, une fois que tu es en demi-finale de conf, tu as le droit de rêver de tout ce que tu veux. Mais voilà, pour moi, c'est avantage du terrain en play-off, à minima. Ok, ça me fait penser un petit peu à Memphis ou aux Kings, quoi. Alors, même si les joueurs n'ont pas forcément le même âge, c'est pas le même projet, on peut discuter de plein de trucs, mais en tout cas, accéder une première fois au play-off. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai un message de Ryan Rupert qui me dit dans 5 minutes, c'est bon. Eh ben, très bien, regarde, ça nous laisse juste le temps de finir nous tout ça. Alors, l'objectif pour toi, Jefferson, pour finir? Ouais, demi-finale de conf, avoir l'avantage du terrain. Après, ça va être dur quand même parce que si on tombe contre un Dallas ou un Phoenix. Ou un Lakers. Au premier tour, oui, Lakers, ouais, aussi. Et surtout, on n'a personne de la peinture. On est 28e au rebond, il me semble. Ouais. Et ça, c'est un gros problème. Il faudrait qu'on aille chercher un pivot qui joue 20-25 minutes. Donc, aussi, on n'a pas du tout d'expérience de l'équipe. Un pivot donc, qui joue 25 minutes. voir ce que ça va donner en playoff. Attends, ça, c'est pas un truc. Tu sais, si tu te fais taper en playoff, ça se passe mal, tu te fais démolir à l'intérieur. Bon, bah là, tu changes. C'est un réajustement d'été, quoi. Voilà. Ou là, tu peux peut-être aller chercher un tonton avec de l'expérience, tu vois. J'ai lui en tête, mais un Tristan Thompson qui sort du banc. Et bon, il est au Cavs et tout, bien sûr, mais tu vois, un gars d'expérience qui a peut-être déjà gagné, que tu ajoutes après les buyouts. C'est ce qui risque de leur manquer là-dessus, Jordan Jefferson, c'est qu'à un moment donné, en playoff, on sait que ça envoie de la manivelle quand même à l'intérieur. et Chet Holmgren, c'est pas un échappé, mais c'est quand même un filiforme. Et c'est vrai que, tu vois, je me dis, même si je joue les Lakers, alors qu'il n'y a pas photo sur le basket proposé entre les deux équipes, quand je vois la manivelle qu'a envoyé les Lakers face à Indiana en finale du Incident Tournament, je me dis, ah ouais, comment le Thunder va pouvoir répondre à des choses qui ne sont pas basket, mais qui sont juste de l'expérience et de l'intensité. Mais c'est comme ça qu'on apprend et qu'on ajuste. Tout à fait. Et d'ailleurs, tu vois, ça me fait un tout petit peu penser encore une fois aux Kings l'année dernière, où Sabonis était certes baissé et tout, mais à un moment donné, ça s'est aussi joué là. La manivelle. Bah ouais, Kevin Looney. La manivelle, ça régale. Ouais. Ça. Merci Jefferson de nous avoir appelé. T'as régalé, mec. C'est très cool. Merci à vous. Je voulais juste faire une dédicace à mon frère, Jordan. Attends, ton frère s'appelle Jordan? Ouais, il est pote avec Arthur, en fait. Du coup, j'avais vu Arthur et tout, grâce à pas même vous, je vous avais vu lors de la finale Monaco-Metz 92. Ok. Et du coup, continuez ce que vous faites, etc. Merci. Vous êtes cool. Merci Jefferson. Alors attends, t'as d'autres frères et sœurs? Non. Dommage, parce que j'aurais bien aimé les autres prénoms, parce que vous m'avez régalé là, les parents. Jefferson, Jordan, ça régale. Ça, c'est pour mettre des hauts standing dans la famille. T'es obligé d'assurer après. Et je sais que tu assures, Jefferson. Bien sûr. Merci, mon gars. À bientôt. À la prochaine. Merci à vous. Bon, voilà pour OKC. Donc, on vous l'a dit, ils jouent ce soir contre les Lakers. Là, je vais vous donner le Thunder, leur petit calendrier en attendant Ryan Rupert. Ils vont jouer donc, waouh, sympa. Donc, Lakers, Clippers, c'est pas mal ça. Jazz, Timberwolves. Excitant. Ouais. Exciting. 4 bons matchs là qui arrivent pour Oklahoma. Ils sont favoris dans presque tous les matchs. Et le Timberwolves Thunder pour la première place de la conférence Ouest. Bravo. Bravo, messieurs. Bravo à tous les fans d'OKC aussi. On vous embrasse. Ça n'a pas toujours été le cas.